Donc, bonjour et bienvenue à cette table ronde sur l'objection de conscience en Belgique, en Europe et dans le monde. Ce thème nous a semblé très important à aborder dans le cadre d'une rencontre internationale Presensa, qui est une agence de presse pour la paix et la non-violence. En Belgique en particulier, l'histoire de l'objection de conscience est symbolique à la fois d'un engagement personnel et d'un engagement social. Vous allez l'entendre, ça nous semble vraiment important. Et c'est pour ça que le partenariat avec Agir pour la paix s'est imposé. Donc, welcome to this event in the context of the International Day of Presensa. Press Agency for the Peace and Non-Violence. Bon, je me présente comme administrateur d'Agir pour la paix et objecteur de conscience. Je suis objecteur de conscience depuis 1972, depuis que la Cour particulière, le Conseil d'objection m'a donné ce statut. Alors, j'ai effectué un service d'objecteur de conscience en 1973 et 1974, c'était 2 ans à l'époque, à l'association branche belge du Mouvement international de la réconciliation. Et ce mouvement est devenu plus tard, avec d'autres associations, Agir pour la paix. Donc, je n'ai jamais vraiment quitté le mouvement de la paix et la maison de la paix qui abrite Agir pour la paix. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Je ne vais pas détailler mon curriculum, mais disons que je me trouve bien dans ma vie de défenseur de l'objection de conscience. Mon nom est Sam Mans. Je suis un autochtone bruxellois. Et je suis objecteur de conscience aussi, donc j'ai fait mon service civil comme objecteur de conscience. Mais il y a longtemps de ça, évidemment, hein, puisque je suis né en 1950, donc vous pouvez imaginer ça fait un petit bout de temps, mais je suis toujours resté également objecteur, surtout pacifiste. Et donc, j'ai participé aussi à la fondation du Bureau européen de l'objection de conscience. Donc, je suis encore vice-président. C'est une organisation internationale de droit belge qui existe maintenant depuis plus de 40 ans et qui est une coordination d'organisations et de personnes qui ont l'expertise dans le domaine du droit d'objection. Quand je parle de droit, moi-même j'ai une formation au journalisme en droit et en relations internationales. J'ai travaillé à l'université de Bruxelles, la vraie université de Bruxelles, l'université néerlandophone de Bruxelles. Puis ensuite, j'ai continué à travailler dans le domaine des relations internationales pour le gouvernement belge, suivant les politiques européennes de coopération et de développement. Mais bon, ça c'est un autre sujet que l'objection de conscience. Tout va ensemble. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire de l'objection de conscience. Et pour rentrer dedans, je vous propose de commencer par la Belgique, ensuite l'Israël, ensuite l'Europe et ensuite le monde. Ça vous va? Alors, allons-y. Je vais synthétiser. Un des premiers objecteurs en Belgique, c'est Berton Fermont, c'était un néerlandophone, qui refusa le service militaire en 1931, pour la raison qu'il ne voulait pas servir un État qui, selon lui, s'opposait à la cause flamande. Il est décédé malheureusement en 1933, assez rapidement, de maladie, je ne sais pas le détail, de tuberculose à l'époque. En 1933 aussi, du côté francophone, il y a 2 personnages libertaires, Marcel Dieu et Léo Campion,
qui ont renvoyé leur livret militaire. Et ils ont été traduits en justice. Ils ont été à l'époque en prison et ils ont été défendus par l'avocat Paul-Henri Spaak. C'était un homme politique important, qui est devenu un homme politique important en Belgique, un ministre connu. Alors finalement, on ne savait pas très bien quoi faire. Ils ont été condamnés au renvoi de l'armée. Alors, comme l'a exprimé avec verve Léo Campion, parce que c'était un homme de spectacle et un humoriste, il a dit « On nous a mis hors de l'armée parce que nous avons refusé d'y entrer ». Une condamnation évidemment un peu bizarre. En fait, on s'est débarrassé d'eux comme on pouvait. Après la Seconde Guerre, un homme se détache au milieu d'autres, parmi d'autres qui refusaient le service militaire, c'est Jean Van Lierde. Il avait été engagé dans la résistance à Wavre lors de la libération de la ville en 1944. Il s'est opposé au lynchage des prisonniers allemands parce qu'il ne voulait pas que les Belges fassent aux envahisseurs ce qu'eux-mêmes, les Belges, avaient subi de la part des nazis. C'était très important dans son parcours. Et après ça, dans la suite, il décide de ne pas accepter d'être incorporé dans l'armée. Il effectuera plusieurs séjours en prison et sa déclaration de 1951 devant le Conseil de guerre est un document de référence pour les objecteurs de conscience. Entre-temps, un député socialiste, Gaston Bacchus, avait seul, en 1950, déposé une proposition de loi introduisant le droit à l'objection de conscience. Cette proposition n'a pas eu de suite et Gaston Bacchus est mort un an après. Mais c'était un grand défenseur de la cause. Sa disparition est éminemment dommageable. Alors, je parle toujours de Jean Van Lierde. À la suite de négociations où intervient un ecclésiastique, le chanoine Cardin, qui a fondé la jeunesse ouvrière chrétienne, Jean Van Lierde accepte en 1953 un travail dans la mine, comme préfiguration d'un futur service civil à la collectivité qui aurait remplacé le service militaire. Il a travaillé au charbonnage du bois du Casier à Charleroi. C'est le même charbonnage où, 3 ans après son départ, éclatait la plus grande catastrophe minière belge, où beaucoup d'Italiens sont morts. Il devait rester 2 ans dans ce charbonnage, mais il en a été chassé après 6 mois parce qu'il s'était battu contre les conditions épouvantables vécues par les ouvriers mineurs, pour la plupart étrangers, qui ne suscitaient guère de compassion au milieu de la population. Il a relaté cette expérience dans son texte « 6 mois dans l'enfer d'une mine belge ». En 1963, 3 prêtres du Borinage, une autre région minière belge, refusent d'intégrer l'armée. Et ça va accélérer l'évolution de la loi et le statut des objecteurs est finalement adopté en 1964 parce qu'on a comme ça aussi évité le scandale de mettre 3 prêtres en prison en même temps. Ça n'allait pas. Alors, ce statut prévoit l'objection au service militaire armé seulement, donc on reste dans l'armée mais sans porter les armes, ou l'objection à tout service militaire. Alors, de 1964 à 1969, les objecteurs à tout service militaire sont intégrés à la protection civile. Toutefois, la participation de cette institution, la protection civile, à des activités militaires provoque la grève des pionniers du service civil, dont Jean-François Lecoq. À partir de 1969, les objecteurs peuvent être détachés dans des associations. Et ça, même moi, on était détachés dans des associations. De plus, les miliciens qui ont accompli le service militaire
qui ont accompli le service militaire peuvent encore demander le statut avant le premier appel. Ce dernier progrès a été obtenu par l'action de Pierre de Boot, qui a été d'abord poursuivi en justice avant d'obtenir satisfaction. En 1975, la loi précise les modalités de l'affectation à la protection civile et dans des organismes de santé sociaux et culturels. Et avec Jean Van Lier, Sam et moi, on a beaucoup agi à l'époque. On a fait le siège des parlementaires jour et nuit pour que la loi soit conforme à ce qu'on souhaitait. Et on a quand même obtenu pas mal de choses. Entre-temps, ont été créées par les associations pacifistes le Burgerdienst van de Jeugd du côté flamand et la Confédération des services civils de la jeunesse du côté francophone, qui vont informer massivement sur l'existence du statut des objecteurs de conscience et leur venir en aide. Les communes où les jeunes hommes sont inscrits sur des listes de milices sont sollicités par nous pour informer dès l'année de leurs 16 ans. C'est ainsi que le prince Philippe, futur roi, recevra de la ville de Bruxelles le dépliant édité par la Confédération informant sur les possibilités pour lui de demander le statut d'objecteur de conscience. Mais il n'a pas demandé. Il a remercié. Mais il a remercié de la documentation qu'on lui avait envoyée. C'est gentil. Au cours du service, la CSCJ et le PDJ, donc la Confédération du service civil et le Burgerdienst van de Jeugd, ont organisé avec d'autres associations et avec l'accord du ministère de l'Intérieur compétent pour l'objection de conscience, des formations civiques à la non-violence. L'application de la législation sur la conscription et du statut des objecteurs de conscience a été suspendue en 1994. Donc, comme plus aucun jeune n'était appelé, la procédure d'obtention du statut n'est plus en vigueur. Au total, de 1964 à 1994, environ 30 000 objecteurs de conscience ont été reconnus. Aujourd'hui, le gouvernement belge a décidé d'envoyer à tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes qui atteindront 18 ans dans l'année suivante une lettre les invitant à se porter volontaires à l'armée. Mais il n'est pas encore question du rétablissement du service militaire, et celui-ci est d'autant plus improbable que l'armée ne dispose ni des locaux ni du personnel d'encadrement pour de futurs miliciens. Une alternative intéressante était le service citoyen instauré par le Parlement fédéral. Il s'agissait pour les jeunes d'un service volontaire de 6 mois dans la vie civile pour des actions de santé sociale et culturelle. Malheureusement, ce service a été annulé par la Cour constitutionnelle en raison d'un empiètement sur les compétences des autorités fédérées. C'est un peu complexe, la situation en Belgique est toujours complexe. Les autorités fédérées néerlandophones, flamandes et francophones pourraient réinstaurer ce service, mais dans le cadre politique actuel, ça semble un peu difficile. Alors, l'action des mouvements pacifistes belges porte donc surtout actuellement sur le soutien à conscrits objecteurs de conscience européens et particulièrement russes, biélorusses et ukrainiens. Je vous remercie. Merci beaucoup. En Israël, les garçons, plutôt les garçons que les filles, sont nés pour être des soldats. C'est depuis l'âge de maternelle, en fait, depuis l'âge qu'ils peuvent comprendre quelque chose, et on leur parle de qu'on va être un grand homme, on va être un bon soldat. Et c'est très commun en Israël, la perspective du futur, d'être un soldat pour la patrie. En fait, l'école en Israël, on peut voir comme un type de formation depuis au début jusqu'à la fin de l'école,
c'est comme un type de formation pour l'armée israélienne. Évidemment, on étudie aussi les mathématiques, l'anglais, d'autres choses, mais on peut voir ça comme un type de formation. Parce que presque toutes les écoles en Israël collaborent avec cette formation. Ils invitent ou ils ouvrent leurs portes pour les officiers de l'armée pour expliquer l'importance du service militaire, etc. Pour montrer cette idée, c'est bizarre ici en Belgique, et je peux vous partager avec vous notre histoire aussi. Et en fait, à la fin de notre séjour à Tel Aviv, j'étais avec ma femme, qui est française, depuis toujours, elle est antisioniste, anticolonialiste, mais elle est venue là-bas juste pour vivre avec moi. Et on a un garçon, et à l'époque, il a eu 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2007 ans. Oui, 2 ans et demi. Et il a été dans le maternel. Et pour le jour d'indépendance, la presse a préparé et a posé 4 chars, petits chars, qui ont été fabriqués par des papiers de toilette, des cartons de papier de toilette, et bien coloriés, et chacun avec un petit drapeau israélien. Évidemment, ce n'est pas juste un char abstrait. Alors, quand elle a vu ça, Chicola, c'était très difficile pour moi. Malheureusement, j'ai toujours été choqué par cette chose, mais j'ai adoré. Par ailleurs, tous les maternels étaient aussi décorés par drapeaux, pas que drapeaux israéliens, mais aussi drapeaux de toutes les unités de l'armée israélienne. Je n'ai même pas très bien, mais c'était vraiment une décoration militaire comme ça. Alors, 6 mois après, on est arrivé à Bruxelles, parce que pour elle, c'était trop. Et on a décidé de quitter le pays. Quand j'ai rejoint l'armée, le service militaire, quand j'ai eu 18 ans, à l'époque, j'ai grandi dans un kibbutz en Israël, et c'était comme non-issue. Personne n'a parlé de cette option de refuser l'armée. C'est pas existant même. Je sais qu'après, dans l'université, j'ai lu, il y avait un cas d'objecteur de conscience qui était un study case. Tout le monde étudiait ces cas, pourquoi c'est pacifiste. D'ailleurs, un ami, elle est très géniale, militante anticolonialiste et tout ça, mais c'était un cas exceptionnel à l'époque. Mais je n'ai jamais entendu quand j'avais 18 ans. Alors, c'était évident que tout le monde rejoint l'armée militaire. Il n'y a pas de question. Pour être un bon citoyen, tu dois servir dans l'armée. Mais pendant l'armée, j'ai commencé à comprendre vraiment quoi signifie d'être une armée occupante. J'étais même avant l'armée pour on peut dire, solution de 2 États. Oui, le withdrawal, comment on dit, le retrait d'Israël de la Cisjordanie, la bande de Gaza qui ont été occupée en 1967. Mais j'étais un gauchiste comme ça un peu. Mais quand j'étais militaire, j'ai compris quoi signifie être
une armée occupant et j'ai eu un peu des expériences qui étaient très perturbantes pour moi. Même si ce n'était pas de violence comme très très fort, des morts, des choses comme ça, pas du tout. Mais quand même, c'était pour moi, j'ai vécu l'expérience d'être les maîtres de la terre, on peut dire, dans la Cisjordanie comme des soldats. Et quand les Palestiniens, ils ont opprimé, oui, c'était clair le rapport de force et même l'oppression de l'armée d'Israël, même en Palestine occupée. Et c'était la première guerre au Liban, 1982, et j'ai fait mon premier service militaire, service de réserve. Vous savez qu'en Israël, après les 3 ans de garçon dans l'armée, on fait aussi service de réserve jusqu'à 40-44 ans. Mais chaque an, 3 semaines, un mois, toute la vie. Alors, mon premier service de réserve était au Liban. Et à l'époque, dans cette guerre, c'était la première fois qu'il y avait un débat public très, très important, on peut dire, par rapport à la participation dans cette guerre. Parce qu'il y avait beaucoup d'opposition. Les gens comme nous, on peut dire, on était contre cette guerre qui est menée pour la première fois par les droites israéliens, on peut dire. C'était la première fois que le Likoud était au pouvoir. Menachem Begin était le premier ministre. Alors, le gauche, le camp libéral, comme nous, le camp libéral était à l'opposition. Alors, on peut dire un peu automatiquement, on a été contre cette guerre. Je doute si c'était Rabin ou d'autres qui ont mené la guerre, si on était aussi contre la guerre, mais le cas était qu'il y avait un grand débat contre la guerre. Et après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé pour la première fois de refuser cette convocation et j'ai été prisonnier pour quelques semaines. C'était très important cette époque dans la prison parce que c'était un type de formation politique pour moi. Et je me trouvais avec des amis ou des camarades qui ont fait la même chose, le même choix. Et c'était très important pour nous pour partager l'expérience et le penser et tout ça. Après, dans la première intifada, en 1992, j'étais convoqué encore une fois pour opprimer l'intifada et j'ai refusé encore une fois, 2 fois. Mais je voudrais souligner, pour être honnête, que ce n'était pas objection de conscience, comme on parle peut-être ici. C'était plutôt une objection à mission spécifique. Je n'étais pas, ne m'identifiais pas comme un pacifiste. Et j'ai dit, OK, j'ai décidé de ne pas participer dans cette mission militaire au Liban après l'intifada, mais d'autres missions, oui, j'ai participé. Ce n'était pas contre ma idéologie, on peut dire. Je continue dans l'armée. En fait, j'ai quitté le service militaire, on peut dire, en tant que réserve, soldat de réserve, que quand mon fils aîné
est né et il a décidé, et m'a raconté qu'il a décidé de refuser l'armée. J'étais très, très heureux. Et parce que je lui ai jamais dit clairement, OK, tu dois refuser comme ça. Non? Mais il a su mon pensée et on a parlé de ça, mais il a décidé tout seul de refuser l'armée. J'étais vraiment fier et je suis très fier que 3 de mes 5 enfants ont refusé l'armée. Et ils ont fait ce choix à cause de bonnes raisons idéologiques. Mais comme il y a, je dois un peu dire, il y a plutôt un nombre important d'Israéliens qui fait ce choix, mais pas ouvertement. Il y a que des petits nombres de très courageux jeunes Israéliens qui publiquement déclarent cette position contre l'occupation, le colonialisme, l'apartheid. Donc, il a écrit quelque chose de très intéressant, très bon. Mais il y a d'autres, comme les enfants, par exemple, qui font des choses, le refus plus caché, un peu, on peut dire. Mais c'est encore une lutte pour refuser l'armée. C'est vraiment une lutte. Et les 3, ils devaient lutter pour refuser l'armée. Ce n'était pas une chose facile pour eux. L'armée ne dit pas OK, tu ne veux pas, OK. C'est pas comme ça. Ils sont luttés. Je suis très fier qu'ils ont réussi. Oui, je peux dire que, ici, que pendant la guerre maintenant, le génocide à Gaza, il y avait des milles de soldats, plutôt de réserve, qui ont refusé à participer à la guerre. Encore une fois, pas ouvertement, mais ils ont trouvé des manières pour ne pas faire le service. Mais malheureusement, il y avait des dizaines de soldats de réserve, pas seulement réserve, qui enthousiastiquement ont participé à ce génocide. Et ça suffit pour l'armée, c'est donc très grand de soldats pour massacrer ces nombreux de Palestiniens à Gaza et ailleurs. En Israël, y compris, c'est important, y compris des gens, même de mon âge, j'ai 65 ans, et j'ai des amis qui ont grandi avec moi, qui sont fiers, qui dans cette guerre à Gaza, et ils ont volontairement participé en tant que soldats de réserve, même s'il ne faut pas faire déjà, ils sont vieux déjà, mais c'est dans cette guerre à Gaza, c'est le cas de milliers d'Israéliens qui sont fiers de participer à l'armée, aider la cause. Je peux mentionner que le seul secteur dans la population juive en Israël qui est contre les services militaires, c'est les ultra-orthodoxes. Yeah. En Israël, les religions ultra-orthodoxes, partie entre eux, la majeure partie. Et curieusement, le secteur qui est le plus à l'opposition de cette parasite, il se nomme parasite parce qu'il ne veut pas faire l'armée, le service militaire, et c'est le secteur de gauche libéral en Israël. C'est très intéressant et un peu complexe de comprendre ça. Alors, je veux expliquer encore une fois. Les gauches, ce qui s'appelle les gauches sionistes en Israël, vous savez, il y a le Likoud, okay, le Netanyahu, mais il y a une opposition qui s'appelle gauche. Mais ce n'est pas gauche, c'est tout sioniste. Toute cette gauche qui est libérale sont plus patriotes pour l'armée israélienne. Et ils sont contre les ultra-orthodoxes, ils les nomment comme parasites, d'autres nomment antisémites.
utilisent même des statuts antisémites et contre ces ultra-orthodoxes. Alors, je peux expliquer le niveau tellement patriote dans la société israélienne par rapport au service militaire. Pour finir, je voudrais dire que je pense qu'il y a peut-être deux root causes, comment on dit, des raisons de base, oui, pour expliquer cette situation, cette réalité. Je pense que cette réalité de glorification de l'armée et des services militaires, et je pense que la première, c'est la réalité coloniale d'Israël. En fait, Israël est établi sur les ruines de la Palestine par chasser les Palestiniens, la Nakba en 1948. Et depuis là, les projets, les stratégies, c'est maintenir cette situation et même occuper plus de terres que 1948, on sait. Et maintenir la majorité et le pouvoir juif, la suprématie juive en Israël. Et pour cette stratégie, il faut avoir une grande armée populaire. Toute la population doit participer et maintenir cette réalité. La deuxième raison, je pense que est très importante aussi, c'est la instrumentalisation, aujourd'hui on dit weaponizing, de la mémoire de l'Holocauste des Juifs ici en Europe. En Israël, on parle beaucoup de l'Holocauste, mais on ne respecte pas du tout la mémoire de la victime juive, pas du tout. On utilise cette mémoire pour construire cette mentalité raciste, agressive, militariste. Et je voudrais donner que deux exemples. Chaque année, la journée commémorative de l'Holocauste, il y a beaucoup de commémorations. Et un très important chaque année, c'est à Auschwitz, avec des grandes délégations israéliennes. Et chaque année, le chef d'état-major israélien donne un discours. Et c'est très important symboliquement parce que c'est le chef d'état-major de l'armée israélienne qui toujours répète cette idée qu'on doit avoir une grande armée forte pour que c'est jamais never again l'Holocauste, mais c'est never again que pour nous. C'est pas du tout never again, c'est au contraire de never again. On a fait un génocide, c'est OK, c'est contre autre, mais c'est que never again pour les Juifs, et pas même les Juifs, c'est les sionistes, les Juifs sionistes. Et je trouve que le sionisme, c'est au contraire des Juifs aussi. Et le dernier exemple que je vais vous donner, terminer avec ça, il y avait, je me rappelle, je pense que la deuxième intifada, pendant la deuxième intifada, il y avait des soldats, un soldat a été donné un entretien dans le journal parce qu'il a été un sniper, comment dire en français, dans l'armée, et il a tiré sur les genoux des leaders palestiniens qui ont lidéré les manifestations contre l'armée cisjordanie. Et le journaliste lui a demandé comment tu vois l'homme là-bas et tu tires dans les genoux de cet homme. Et il a raconté qu'il a
tirer comme ça des dizaines de Palestiniens. Comment tu as pu faire ça? C'est pas comme... Il a dit que chaque fois qu'il a tiré, il est souvenu de ses grands-pères et mères qui ont été tués en Europe. Et c'est l'éducation israélienne qui met dans la tête d'Israéliens que les Palestiniens en face sont les nouveaux nazis. Et on peut faire ce qu'on veut pour maintenir notre force, notre existence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage et aussi pour de mettre en avant l'importance de l'origine des conflits, ce qui nous sert déjà vraiment, c'est très important. Cet après-midi, à l'université, à partir de 14h, on a une rencontre justement sur l'importance de l'information et de la mémoire par rapport au conflit. Donc, tous ces éléments et ce témoignage, vraiment, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Oui, merci en tout cas pour le témoignage de l'actualité avec Israël qui me rappelle que l'objection de conscience est liée justement à cette culture de la guerre qui est une façon de se désolidariser de cette machine autoritaire qui pousse les jeunes à être formés à devenir des machines à tuer. À l'armée, on obéit aveuglement, pas question de remettre en cause les décisions de la hiérarchie militaire. Donc, on devient des machines à tuer, on est entraîné à ça, obéir aveuglément, automatiquement. Et donc, beaucoup de jeunes qui sont objecteurs de conscience ne souhaitent pas rentrer dans ce type de machine à tuer et le font pour des motifs souvent religieux. Donc, la plupart sont religieux. Moi-même, au départ, j'étais protestant et donc c'était pour des raisons chrétiennes que j'avais pris cette option de refuser d'apprendre à tuer autrui. Mais bon, il ne faut pas seulement être chrétien pour ça. Il y a beaucoup d'athées qui sont si pacifistes et qui le sont objecteurs de conscience pour des raisons morales et philosophiques. On a cité le cas de ces objecteurs nationalistes flamands dans l'histoire de la République. Bon, là, c'est de l'objection politique, puisque là, c'était des jeunes qui refusaient de rentrer dans une armée qui était identifiée à la domination francophone en Belgique, puisque les officiers étaient tous francophones et les soldats flamands étaient en fait commandés en français. Et donc là, c'était pour des raisons politiques qu'ils refusaient d'aller au service militaire, mais ils auraient accepté probablement d'être militaires si c'était une armée flamande. Donc, pour dire qu'on trouve un peu de tout dans les motivations des objecteurs de conscience à travers le monde ou l'Europe. Et donc, quand je parle d'objection en Europe, il faut voir le contexte global au niveau européen. Si on a eu une législation en Belgique, elle n'est pas tombée comme ça du ciel, c'est parce qu'il y avait aussi lié à cela tout un processus déjà en cours dans plusieurs pays européens et qui a commencé bien avant l'existence des institutions européennes. Ce ne sont pas les institutions européennes qui ont créé le droit à l'objection de conscience, c'est quelque chose qui est né dans le cadre des États-nations. États-nations qui ont des cultures différentes, parce que on voit par exemple que l'objection de conscience en Europe va surtout se développer dans les pays du nord de l'Europe, qui sont des pays de tradition protestante,
Et donc, à travers le protestantisme, il y a cet espace de liberté de conscience qui est plus facilement reconnu. Et donc, on voit que les premiers pays qui vont reconnaître le droit à l'objection de conscience sont des pays comme les pays nordiques, Norvège, Suède, la Danemark, les Pays-Bas. Et on voit que les pays du sud de l'Europe, qui sont les pays de tradition catholique, mettront 50 ans de plus pour reconnaître le droit à l'objection de conscience. Donc c'est aussi parce que l'Église catholique était très liée au pouvoir et donc n'aimait pas remettre en cause l'institution qu'est l'armée. Il faudra attendre le Concile Vatican II pour que la position de l'Église catholique va changer dans ce domaine-là. Maintenant, ça n'a pas empêché que beaucoup d'objecteurs de conscience catholiques vont être là en prison. Donc, au niveau individuel, beaucoup de catholiques se retrouvent engagés dans cette lutte. C'est une lutte quand même difficile. Dans tous les pays, on voit que ces jeunes vont devoir aller en prison et que, bon, on a parlé de Jean Van Lierde pour la Belgique, mais bon, je pense à Pietrolpin, par exemple, en Italie. Bon, je pourrais citer comme ça des tas de cas de jeunes qui ont une conviction tellement forte qu'ils acceptent d'aller vers 1 an, 2 ans ou même plus de prison. Comme en France aussi, ceux qui étaient pendant la guerre d'Algérie, qui refusaient d'aller s'engager dans la guerre d'Algérie pour les tuer de l'Algérien, bien, ils se sont aussi retrouvés en prison. Tous ces cas individuels ont montré la force de la conscience par rapport aux institutions. Et donc, ça a déclenché aussi dans chacun des pays un intérêt du côté de la presse, des campagnes de mobilisation. Et donc, c'est une prise de conscience progressive qui s'est créée dans tous ces pays où on a eu ces cas de jeunes qui étaient emprisonnés parce qu'ils refusaient de tuer, qui se retrouvaient en prison à côté de criminels qui, eux, étaient en prison parce qu'ils avaient tué. Et donc, ça va aussi sensibiliser le monde politique très progressivement. Mais c'est vrai que c'est un droit de l'homme qui va se développer. Et donc, c'est l'évolution, en fait, des concepts des droits de l'homme qui évolue. Et donc, c'est un des droits de l'homme difficiles parce que ça relie, je dirais, la mainmise de l'État sur la liberté du citoyen et donc reconnaissance, en fait, de cette liberté, de cette minorité que sont des objecteurs de conscience. J'ai parlé maintenant des pays protestants et des pays catholiques. Et donc, quand je parlais du fait qu'il y a 50 ans de retard, on voit que des pays comme la Belgique, la France, c'est-à-dire en 1964 pour la Belgique, 1963 pour la France, qu'on a une loi pour l'objection de conscience et le service civil. L'Italie, il faudra attendre 1972. Des pays alors dictatoriaux catholiques aussi qui sont, je pense à l'Espagne de Franco ou le Portugal de Salazar. Donc là aussi, il faudra beaucoup plus d'années puisqu'on se trouve dans une situation de dictature où les objecteurs, évidemment, ne sont pas du tout respectés. Donc il faudra attendre la mort de Franco pour que le roi va déclarer à la télévision, bien maintenant les objecteurs de conscience auront droit à faire un service civil et nous allons promulguer une loi en Espagne. Et donc j'ai vécu ces moments extraordinaires où on entendait la libération des objecteurs espagnols qui étaient emprisonnés dans les prisons militaires et on faisait une très grande fête au moment où ils étaient libérés. Et donc tout ça, ben, c'est après Franco, donc on a dû attendre la démocratisation de la situation en Espagne. Et donc,
tout ça nous lie. Je veux dire, ce sont des pays différents, des langues différentes, mais c'est le même combat pour les droits de l'homme qui nous réunit. Maintenant, quand je parle de cette partie-là de l'Europe en nord-sud, je devrais quand même parler aussi de l'autre côté qui est plus à l'est, et ce sont les pays de tradition orthodoxe. Et là, les églises orthodoxes sont très, très liées, sont très nationalistes, ils sont très, très, très liées à l'appareil d'État. Très souvent, d'ailleurs, dans les églises orthodoxes, on voit, par exemple, en Grèce, le drapeau grec qui pend là, ça fait partie de la religion. Comme maintenant en Russie, on voit le nationalisme russe qui est lié à l'armée russe dans son action en Ukraine. Et donc, pour les pays de tradition orthodoxe, c'est encore plus difficile de reconnaître l'objection de conscience. Nous avons, en tant que bureau européen d'objection de conscience, on a mené des campagnes, très longues campagnes par rapport à la Grèce. Et nous avons pu négocier avec le gouvernement grec. C'était des longues négociations. J'avais ici à Bruxelles, je rencontrais à son hôtel le ministre de la Défense grec pour négocier, pour discuter ces choses-là. Donc, c'était des réunions tout à fait confidentielles, je peux le dire aujourd'hui, puisque bon, tout ça fait partie maintenant de l'histoire. Et donc, je me trouvais là, ici, dans ces hôtels très chics de Bruxelles, en train de discuter le coup avec le ministre de la Défense pendant 1 heure, 2 heures, avec des documents en main sur des exemples de législation qu'on avait. Nous avons été avec le BEOC, avec le Bureau européen d'objection de conscience, avec des délégations, discuter le coup aussi avec l'état-major l'état-major grec, avec les généraux, les colonels et tout ça. C'était assez impressionnant. Au quartier général à Athènes. On a eu des interpellations qui se sont faites aussi dans les institutions européennes sur la question de la Grèce. C'était de longues actions. Et ça nous a permis quand même de faire libérer les objecteurs. Et donc, c'est pour dire que l'action internationale, à travers ce réseau qu'est le Bureau européen d'objection de conscience, permet de dialoguer avec les autorités politiques. Pour autant, évidemment, qu'elles ne soient pas, c'est clair qu'avec Franco, on n'a jamais été discuté. Il faut en fait des autorités, disons, à l'esprit démocratique. Et les militaires ne sont pas nécessairement opposés à l'objection de conscience. Il faut bien être conscient de ça, c'est que, pour eux, les objecteurs de conscience sont de très mauvais soldats, donc on ne sait rien en faire au niveau militaire. Et puis, bon, beaucoup d'officiers sont des personnes qui, quand même, ont une certaine éducation, reconnaissent que les droits de l'homme, c'est important dans notre société, et disent, ben, nous, on défend l'objection de conscience parce que c'est un droit de l'homme, et nous défendons notre société bon, par des moyens militaires, mais on défend ce droit aussi. Bon. C'est une question d'évolution des mentalités globalement dans nos sociétés. Bon, j'ai parlé des pays orthodoxes, mais je veux aussi parler des anciens pays communistes. Et donc, l'Union soviétique, il y avait tous les satellites de l'Union soviétique, l'objection de conscience y était exclue. La seule exception, c'était l'Allemagne de l'Est. Parce que, après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont imposé que le droit à l'objection de conscience soit inscrit dans la Constitution de l'Allemagne, des deux Allemagnes. Et donc, il existait un service militaire non armé pour les objecteurs d'Allemagne de l'Est, souvent soutenu par l'Église protestante allemande de l'Est. C'était souvent dans les églises protestantes que se réunissaient les pacifistes et les objecteurs de conscience de ce côté-là. Mais donc, tout le reste de l'Union soviétique et des pays qui faisaient partie de la zone d'influence soviétique, il n'existait pas ce droit. Alors, la chute du mur de Berlin en 1989 va changer fondamentalement les choses. La fin de l'Union soviétique, la création de tous ces États va faire que la plupart des constitutions des États
qui vont naître dans l'Union soviétique, comme la Biélorussie, comme l'Ukraine, les Pays-Bas, etc., vont inscrire le droit à l'objection de conscience dans leur constitution. Voici les pays satellites, hein, je me souviens avec la Tchécoslovaquie à l'époque, avec Havel. C'était un des points très importants pour le mouvement Forum, qui était le mouvement civique. Je me souviens là à Prague, on avait des grands débats avec des salles pleines où on discutait de la nouvelle société tchécoslovaque. Et l'objection de conscience du service militaire faisait partie des sujets de préoccupation des citoyens engagés dans ce changement de la société tchécoslovaque à l'époque. Et donc, c'était des moments importants qu'on a pu vivre aussi. On a pu apporter notre expertise en tant que bureau européen de l'objection de conscience aux amis tchèques pour pouvoir préparer le terrain dans ce domaine-là. La Russie aussi a intégré le droit à l'objection de conscience. Il existe une législation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on est en situation de guerre, de conflit entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, l'Ukraine emprisonne les objecteurs de conscience parce qu'on a établi la loi martiale. Et donc, le droit d'objection, comme tous les droits constitutionnels, sont suspendus. Alors qu'en Russie, quand même étonnant, c'est le pays agresseur, un pays qui est très militarisé, de plus en plus militarisé. On a parlé des écoles, c'est la même situation en Russie, où dans les écoles, on va initier les jeunes au maniement des armes, au nationalisme russe, etc. Enfin bon, c'est pas seulement qu'en Russie, hein, je pense aussi à la Pologne ou d'autres pays similaires. Eh bien, en Russie aujourd'hui, il y a encore des objecteurs qui font un service civil. Bon, c'est pas toujours facile d'être reconnu comme objecteur, mais bon, ils passent devant une commission avec des officiers et tout ça, et on m'a dit que 50% des cas étaient acceptés. Maintenant, la Russie, c'est très grand, hein, et donc la réalité, la mentalité qu'on peut avoir des officiers qui se trouvent là du côté de la Sibérie, c'est vraiment très différent de ceux qui se trouvent à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Donc, on se trouve quand même avec des réalités de mentalité différentes qui fait que ce sera plus facile d'être objecteur de conscience à Saint-Pétersbourg que dans l'est de la Russie. Mais bon, on a maintenant la Russie qui est sortie du Conseil de l'Europe, ce qui veut dire qu'au niveau des droits humains, il n'y a plus la même protection parce qu'il y a eu des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la Russie sur lesquels l'objecteur de conscience où les tribunaux militaires russes ont tenu compte des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas qu'ils s'en foutaient complètement. Donc, ça avait de l'influence à l'intérieur de la Russie. Maintenant qu'il n'y a plus la Russie au sein du Conseil de l'Europe et que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont plus reconnues et applicables en Russie, bon, ben c'est un vide au niveau juridique de la reconnaissance de ce droit. J'ai évoqué des pays, mais je devrais quand même évoquer aussi les institutions européennes. Je vais commencer par la petite institution européenne, c'est celle de l'UE, l'Union européenne, donc c'est 27 pays. Je dis petit en termes de nombre de pays adhérents, parce que le Conseil de l'Europe, ça fait 46 États membres. Il y en a 47 tant que la Russie, il n'y en a plus que 46. Donc l'Union européenne, c'est un peu plus petit. Et le droit d'objection a été reconnu à travers le traité de Lisbonne. Donc, c'est entré en vigueur en 2009. Le traité de Lisbonne avait déjà intégré la Charte des droits fondamentaux qui existait depuis 2000. Et c'est à l'article 10 de cette Charte des droits fondamentaux que dans le cadre du paragraphe sur la liberté de pensée, de conscience et de religion,
qu'on a mis une disposition qui dit, il faut être attentif, le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Alors la subtilité, c'est qu'on dit, il y a ce droit, donc on reconnaît qu'il existe, mais la façon dont ce droit est exercé, c'est chaque État individuel qui décide. Donc, ce qui veut dire que ça peut être très variable d'un pays à l'autre. Mais l'intérêt, c'est que, comme il y a des candidats à l'adhésion pour l'Union européenne, bien dans toute la liste, le checklist que les États doivent répondre pour entrer dans l'Union européenne, il y a notamment ce droit auquel ils doivent répondre. Donc, on va demander à un État candidat, OK, ben, dans le domaine des droits fondamentaux, il y a l'objection de conscience. Est-ce que vous avez une législation dans ce domaine-là? Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas en conformité avec les critères de l'Union européenne. C'est quand même important aussi, parce que c'est une forme de pression sur les États pour se fournir, se doter d'une législation en la matière. Alors, le Parlement européen était beaucoup plus approfondi. Évidemment, c'est un peu différent d'un traité qui a un peu le rôle de constitution dans l'Union européenne. Le Parlement européen a fait des rapports assez intéressants qui permettaient d'approfondir ce droit. Ils ont commencé avec un grand rapport, c'était en 1983, avec Maria Antonietta Mazzocchi. Et je voudrais aussi noter que dans le débat qu'on a eu à ce moment-là en plénière au Parlement européen, Simone Veil, un grand nom dans les institutions européennes et au niveau de la France aussi, Simone Veil s'était fortement engagée, est allée à la tribune pour défendre ce droit, défendre ce rapport qu'avait présenté Maria Antonietta Mazzocchi. Et donc, ça avait de l'influence, parce qu'elle était quand même une grande figure du groupe libéral du Parlement. Alors, l'intérêt du Parlement européen va diminuer dans la mesure où il y a moins en moins de pays avec la conscription, que 6 pays, quand je vois la situation en 1900, il y a oui, donc j'essaie de reprendre la note. C'est en 2012, il n'y a plus que 6 pays qui ont la conscription. Maintenant, là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Non, je suis peut-être en train d'être trop long. Oui, un petit peu. Vous me le dire, pardon. Je suis lancé. C'est parce que vous voulez laisser la parole aussi. C'est très intéressant. C'est pour ça que je suis très gênée de te couper parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'on est occupé à aborder toute l'Europe là en quelques minutes. Je suis désolé. Donc, merci beaucoup. Mais donc, ceux qui veulent approfondir la question, voilà. Nous avons un site de notre organisation, le Bureau européen de l'objection de conscience. Et ce site contient le rapport annuel qui fait plus de 200 pages, qui est un outil qui va très en détail sur la situation pays par pays au niveau de l'ensemble de la zone Europe, Conseil de l'Europe. D'accord, merci beaucoup. Désolé. Donc, juste pour une information, tous les propos qu'on est en train de dire maintenant vont être en partie filmés et aussi vont être retranscrits en français, en anglais, en espagnol también, hein, et feront l'objet de publications futures, hein, avec bien sûr tous les liens dont on a parlé. Mais c'est vrai qu'on est en train de brasser ici pas mal d'informations qui sont vraiment très précieuses. Et merci beaucoup pour toute cette connaissance et cette expérience aussi sur le droit européen. Et ça nous donne quand même des balises et des piliers sur lesquels s'appuyer. Donc maintenant, merci Pia pour faire la vision plus globale et à partir du Chili aussi, bien sûr. Je ne sais pas si plus global, hein, mais je vous remercie à vous tous. J'ai compris et apprends beaucoup avec votre parole. Et bonjour à tous, à tous. Évidemment,
évidemment, moi, je suis une femme. Je viens du Chili. Et c'est dans l'Amérique du Sud. Dans mon pays, pendant longtemps, seuls les hommes faisaient le service militaire. Ce n'est que récemment que les femmes ont aussi été autorisées à s'engager. Le Chili a vécu 17 ans sous une dictature militaire, celle de Pinochet. Depuis le retour à la démocratie, en 1990, à la Belgique, des progrès importants ont été faits pour que le service militaire soit autant que possible basé sur le volontariat. Mais lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant, l'État peut procéder encore à un tirage au sort parmi les jeunes en aide d'être recrutés. Alors, l'armée, tout le temps, aura le numéro qu'ils vont. Non? S'il n'y a pas suffisamment de volontaires, il tirera le sort à qui Le problème, c'est que au Chili, l'objection de conscience tel qu'un droit n'est pas reconnue par la loi. Comme je parlais ici, l'objection de conscience est un droit humain, mais ça n'est pas reconnu par la loi chilienne. Autrement dit, ceux qui refusent de servir pour des raisons de conviction sont considérés comme de contrevenants. Ils risquent, lors des amendes, voire l'interdiction d'exercer certaines fonctions publiques aussi. Aujourd'hui, il n'y a donc plus de distinction entre hommes et femmes dans ce domaine. Et on peut dire que c'est une bonne condition d'avoir une parité, mais c'est quand même le service militaire, non? En pratique, ce sont surtout de volontaires qui se présentent, mais pour nous, les mères et les grandes mères, il reste une inquiétude, celle de voir chaque année que peut-être certains de notre enfants sont tirés à la sort malgré eux. Sur un autre plan, je veux rappeler que notre continent, l'Amérique latine, s'est doté de 1967 du traité de Tlatelolco. Ce accord international, le traité de Tlatelolco, c'est historique. Il interdit la fabrication, l'acquisition, les essais et le stockage des armes nucléaires dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Grâce à ces traités, notre région est devenue la première zone dans ce monde populaire au monde à être totalement exempte d'armes nucléaires. Ce traité a donné la naissance à l'OPANAL, organisme pour la proscription des armes nucléaires en Amérique latine et le Caraïbe. Organisme chargé de veiller à son application, un véritable exemple pour d'autres régions du monde. Malheureusement, cette tranquillité régionale est aujourd'hui menacée par la présence croissante des navires militaires nord-américains près du Venezuela, par les déclarations agressives de M. Donald Trump concernant le canal de Panama et par divers conflits internes dans notre région. Malgré cela,
nous continuons à percevoir la guerre comme quelque chose que ça passe très lointain, très loin, comme une violence qui se vit ailleurs, sur d'autres continents, séparés de nous par des grands océans. La situation mentale de les populations sud-américaines, c'est complètement différent aujourd'hui que celle des Européens ou des gens de Middle East. Moyen-Orient. Mais cette distance ne nous empêche pas de ressentir une profonde solidarité envers le peuple menacé. Beaucoup de voix en Amérique latine s'élèvent pour soutenir la Palestine, pour dénoncer les guerres en Europe et pour critiquer l'augmentation constante de budget militaire. De nombreuses personnes s'élèvent aussi contre le climat de peur, de haine et de vengeance que diffusent les médias aujourd'hui. C'est un climat mental anti-humaniste que s'installe dans le monde. Nous pensons qu'il est urgent d'y résister d'abord dans notre conscience, en rejetant même l'idée qu'il puisse être nécessaire de recourir aux armes. Nous sommes convaincus que la violence ne mène qu'à plus de déchirement, qu'il faut lui opposer une diplomatie active, des accords concrets, mais aussi faire pression grâce à la mobilisation populaire venue de la base pour exiger la fin de toute agression. L'objection de conscience ne se limite pas au refus du service militaire. Elle peut devenir une position de non-violence active, une manière de dire non à toutes les formes de violence, qu'elles soient militaires ou économiques, raciales ou culturelles. C'est dans cette conscience humaniste, à la fois lucide et courageuse, qu'on peut espérer faire reculer le système violent qui domine encore le monde. Et c'est ainsi qu'on pourra peu à peu mettre fin à la souffrance et à la douleur provoquées par le bellicisme, l'exploitation, le machisme, le racisme, le colonialisme et toutes les diverses formes de discrimination. Tout comme nous sommes devenus sensibles à la protection de la nature, nous pourrions devenir viscéralement allergiques à toute forme de violence et la rejeter. Et ainsi évoluer vers un futur plus lumineux. Je vous remercie beaucoup pour écouter mon mauvais français. Alors, merci beaucoup. Je pense que si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord, je voudrais laisser la parole aux personnes, hein? Ceux qui ont envie de donner un témoignage ou de poser une question ou bienvenue. On a 15 minutes et ensuite on prendra un verre aussi ensemble, d'accord? Et pour poursuivre, on vous invite cet après-midi à quelque chose de moins formel, puisque là, ça va être vraiment l'échange entre personnes d'expérience, d'utiliser, de mettre l'accent sur l'importance de l'histoire, la mémoire, l'information, mais au service du changement. D'accord? Donc,
je ne sais pas si quelqu'un veut. Ah, ben, très bien, parfait. Je vous en prie, Jean-Marc, et puis après, oui, je vous en prie. Oui. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour toutes ces interventions très, très inspirantes. Et donc, moi, mon nom, c'est Jean-Marc Sparenberg et j'ai une double casquette. Je suis à la fois prof à l'ULB, vous serez mes voisins cet après-midi, et par ailleurs membre des colos et des Verts européens, et donc essayant de recréer un enthousiasme pacifiste dans ces eaux-là, ce qui n'est pas toujours évident. Et je voulais vous poser la question, comme moi je fréquente beaucoup les jeunes par mon boulot, je voulais un peu voir quelle était votre perception de comment tous ces combats de l'objection de conscience sont perçus par les jeunes générations. Et je me demandais si en particulier le fait qu'il y ait une sensibilité à la question du genre qui soit vraiment très forte, très brûlante chez ces jeunes générations ne permettrait pas de donner un élan en disant voilà ce qu'on devrait imposer ou ne pas imposer à l'ensemble de la jeunesse, c'est en particulier ce qu'on imposerait ou pas aux filles, parce que c'est quand même plus facile d'imaginer qu'une fille ait le droit d'être objectrice de conscience qu'un garçon ait le droit d'être objectrice de conscience, je trouve, dans l'imaginaire collectif. Et donc, comment est-ce que vous percevez ça? Je suis un peu déçu que la moyenne d'âge ne soit pas très très jeune ici. J'espère que cet après-midi, ça sera plus convaincant. Mais donc, voilà. On prend les questions maintenant et puis après, oui, peut-être, allez-y. Oui, vas-y. Donc, la question. Ah, OK, I will try to translate. Yeah. Thank you very much for the press center to have this meeting, and thanks for all the experience and speakers and the people they came. Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas l'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais? D'accord. Ah, OK, ça va. Alors, on va faire comme ça. Vous comprenez un petit peu? Vous avez compris? Là, vous remerciez. Voilà. Oui. So, I represent myself. Donc, il se représente lui-même. I'm Omar Karim Bakstien. Omar Karim. Born in Gaza and raised in Jerusalem and West Bank. Il est né à Gaza et il a grandi à Jérusalem. As any Palestinian, he's grew between violence and racism. Donc, comme tout Palestinien, il a grandi au milieu de la violence. And also for all this 2 years as a Palestinian diaspora, I see like how the situation in Gaza being ethnic cleansing, and this is like the life genocide I've been watching, but I've been like also other half of my heart was in Gaza and West Bank. Donc ça fait 2 ans qu'il fait partie de la diaspora ici en Belgique et qu'il vit ça à distance, mais quand même de cœur avec ce qui se passe là-bas. So I'm a journalist, or being a journalist in Gaza, and been travel around 20 countries working with different international organizations. In Libya, crisis and donc, il a travaillé dans une vingtaine de pays différents. In Syria and in Turkey. I was also working with refugees in different Balkan cities and donc, Turkey. Il a travaillé aussi avec les réfugiés de différents Balkans. Just 3 years almost, I'm in Belgium here. Ça fait 3 ans qu'il est en Belgique. I opened and found my organization because I feel with the Palestinian crisis and refugees in Belgium. I just want to, it's a very good experience with all the speaker was, but I just want my question to be what we can do to change this and like to bring this for the leaders, which is. Donc c'est très intéressant pour lui d'avoir cette perspective plus ample, mais sa question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour provoquer le changement par rapport à nos leaders, par rapport à ceux qui étaient ça. I try with a lot of organizations and movements around Europe, from Spain to Italy, Greece, Berlin, Amsterdam. But I feel that, like also as a journalist, as a people, like everybody write and have a phone and he can speak, he could be changed. Because now I feel after this 2 years alive of genocide, I feel also we watch in another country, in Sudan, donc, le fait d'avoir voyagé réalise qu'il y a des conflits, qu'il y a exactement les mêmes situations dans d'autres régions.
I was present and screen a film and documentary about Jenin Miskar, which is a small village in West Bank, and it was before 20 years ago. And now we see this alive in our time in Gaza and Sudan and different countries. And like I see this 20 years message that Zionist and American capitalism start growing, and it's now happening in different countries. Donc, and in our lives. il voit la répétition de l'histoire et des discriminations qui se répercutent, ce qu'il a connu il y a des années, se reproduit maintenant. Donc, comment on peut provoquer le changement au niveau politique? Thank you very much. Just the last, I will finish with this. Like our conscience, and we have a conscience, and we should use this conscience in the maximum level to try message these leaders and City One to have a big movement to not happen tomorrow to our future or to us here. So this is like what we watch, and the violence and racism is coming also to Europe. I don't know if you feel it, but I feel it, and it's happening. And there are a lot of movements, but this is like maybe this the question how we could change it, and this message could be reach more. Comment ce message pourrait arriver plus loin et pourrait vraiment être au niveau du politique. Thank you. Je voudrais mettre une question pour Jean. Ah oui. Donc n'oublions pas la question du genre. Maintenant, la question du changement. Et puis, une troisième question. Une question pour Jean, parce qu'il a mentionné. Oui. Vous avez fait référence à un programme de formation civique à la non-violence. Je voudrais connaître plus de ça. Vous pourrez nous donner des références pour le connaître. D'abord, je ne sais pas qui veut répondre aux trois questions. On va prendre déjà les trois questions. On va déjà répondre à ça, parce que c'est déjà trois thèmes très différents. Retiens ta question, Abdullah. Ça va? Oui. Je ne sais pas qui veut. Merci. Je t'en prie. Je suis plus tout jeune, c'est-à-dire que je compte maintenant à la Maison de la Paix sur des jeunes, Anto et Julia et d'autres, qui recrutent des volontaires. Et moi, j'essaie de leur donner les instruments que j'ai, c'est-à-dire on a une bibliothèque où on a toute une série d'exemples d'actions directes non violentes qui ont été faites sous l'occupation allemande, en Belgique par exemple, qui ont été faites un peu partout. Et c'est un peu mon idée, c'est de dire que ça existait, que ça peut encore exister. Et je me tue à dire, notamment dans des milieux politiques, que le réflexe, quand il y a des agressions militaires, c'est de dire on va s'armer encore plus, mais de dire qu'il y a toujours eu des résistances non armées, ça a toujours existé et que ces gens sont peu connus, qu'il faut les faire connaître. Et que dans l'éducation permanente, qui est notre boulot à Agir pour la paix, les jeunes doivent pouvoir être initiés à ce que ça existe et que ça existait et qui recherchent des moyens non violents. Est-ce qu'on sait par exemple que Gandhi a une correspondance abondante avec Léon Tolstoï, qu'il y a eu toute une série de courants, c'est pas nouveau, ce sont des gens qui ont pensé bien avant nous, alors que la violence existait. Il faut savoir ressortir ça et le mettre en valeur. Ça, c'est mon idée. Et c'est ce que les formations d'objecteurs visaient entre autres à faire. En même temps, on est engagé dans une société où la priorité, c'est d'éviter que des jeunes ne dérivent. Ça nous fait mal au cœur de voir que des jeunes qui sont à la dérive pour être engagés dans l'armée où ils risquent d'apprendre la violence d'une mauvaise façon. Ce serait mieux qu'ils soient recrutés dans d'autres projets. Et je crois c'est là qu'il faudra mettre l'effort, selon l'éducation de la jeunesse et dans la formation. Enfin, voilà ce que je peux en dire. Moi, je ne suis plus à un âge où je vais entreprendre beaucoup de choses, mais je peux aider à montrer que ça existe et que ça peut exister et que les partis politiques doivent, en politique, faire une place à la résistance non armée, à la non-violence, qu'ils doivent l'enseigner. Est-ce que je peux répondre?
quelqu'un d'autre veut prendre la parole par rapport aux questions? Je peux dire quelque chose de la perspective d'Israël. Je n'ai pas vraiment d'espoir qu'il y a des forces qui peuvent changer la situation vraiment en Israël, dans l'intérieur d'Israël, mais je prends l'espoir des jeunes, en fait, des courageux, qui, malgré toute l'éducation qu'ils ont, ils avaient dans leur vie, parfois c'est vraiment incroyable de lire le texte des objecteurs de conscience israéliens, qui sont vraiment toute petite minorité, mais ils sont très élaborés, leur discours et leur formation politique. J'aurais aimé que avoir cette conscience quand j'étais à leur âge, mais c'est vraiment don d'espoir que malgré l'éducation sioniste et colonialiste là-bas, il y a des gens qui savent la vérité et qui objectent cette idéologie raciste. Et aussi, je pense que par rapport à Omar, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans les leaders politiques européens. Mais je pense que l'espoir ici vient de la population, de la mobilisation populaire qu'on voit dans les rues, même ici, à Bruxelles. Et je pense que s'il y a un espoir, c'est que dans la lutte populaire pour peut-être forcer le gouvernement de changer sa politique. Et on peut prendre un peu d'espoir aussi dans les élections aux États-Unis hier ou avant-hier. Et je pense que le phénomène des gens comme Mamdani se donne un peu d'espoir après cette époque avec Trump et d'autres. Merci. Oui, Valérie, peut-être. Non, il y avait Abdullah d'abord, et puis Valérie. Il y avait aussi deux questions, Tatiana, Pardon? Il y avait aussi deux questions qui n'ont pas été abordées encore, celle du genre. Celle du genre. Oui, celle du genre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Oui. Par rapport aux objecteurs de conscience, je veux signaler que très souvent, dans pas mal de pays, on trouve aussi des personnes qui sont homosexuelles qui vont être objecteurs de conscience, parce qu'on sait qu'il y a une très forte répression aussi des homosexuels dans le système militaire. Donc, je ne dis pas que les électeurs sont homosexuels, mais je dois dire que je vois qu'il y a un pourcentage beaucoup plus élevé dans le mouvement objecteur. On a c'est normal. Et bon, par rapport à la nouvelle génération, je prends le cas au niveau européen, ça fait 30 ans qu'on n'a plus de service militaire. Donc, pour les jeunes actuellement, c'est un concept qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas s'imaginer ça. Bon, maintenant, ça va devenir beaucoup plus concret puisque ça va se réintroduire dans de plus en plus de pays. Quand demain, en France, on aura des grandes élections. Je pense à Bardel, le chef du Rassemblement national. Pour lui, un des grands points de campagne en France sera la réinstauration du service militaire. Ça fait partie de toute l'autoritarisme de la société qui va se développer, et c'est un des exemples forts qu'ils veulent mettre en avant. Donc, comme je vois qu'en Europe, de plus en plus de partis hyper nationalistes
commence à avoir du succès, je crains que ces discours pour un service militaire pour tous sera l'ordre du jour. Est-ce que les femmes seront encore convoquées aussi? Je crois que pour le moment, on est plus dans le système d'un volontariat féminin qui serait intégré dans un service militaire masculin. Mais bon, tout ça est en plein développement. Merci. Alors, il y avait Valerio, Abdullah d'abord. Abdullah, Valerio et puis Anna. Oui, allez-y. Et puis, on va clôturer avec ces trois questions-là. Et ça n'empêche qu'après, on va prendre un café, on pourra continuer la discussion de façon plus informelle. D'accord? Alors, Abdullah, vas-y, de façon brève. Merci pour toutes les personnes qui ont présenté dans leur propre contexte le principe de l'objectif de. Donc, c'est très intéressant d'apprendre comment ça fonctionne au sein de l'Europe et ailleurs. Et en termes de crise, c'est vrai, on a juste un peu de temps maintenant que ça évolue, ça a un impact sur la population. Et le problème, c'est qu'entre l'agir de la population et la suivi politique, il y a un décalage, un grand décalage. Comme vous voyez, il y a beaucoup de manifestants contre la violence qui s'est commise à Gaza, contre toute violence d'ailleurs, et pour la liberté d'expression, etc. Et à Bordeaux, il y a une personne qui représentait une association, elle a été positionnée parce qu'il parlait au micro. Or, il est représentant d'une association, donc il a le droit de parler en public. Donc, c'est vrai, en ce moment, c'est très ambivalent, l'application de droits d'expression, le droit de changer les choses, mais c'est possible. Alors, moi, j'ai de l'espoir. Par contre, donc, l'évolution historique de la concept est très intéressante, d'où ça a commencé, etc. Ça pourrait encore fonctionner en temps de crise, de guerre. Et comment? C'est ça la question. Et mis à part la manifestation populaire, nous avons deux problèmes en fait. C'est pas aller juste. Il y a les médias qui ne favorisent pas trop l'introduction de cette l'agir de conscience. Et il faut le promouvoir peut-être par différents canaux. Et afin que ça ait un impact sur la population, c'est très bien. Et donc, n'est-ce pas, c'est intéressant de voir comment ça pourrait aller plus loin que juste de conférences. Mais les médias en parlent, et au sein des lycées aussi. Donc, je pense que vous en avez parlé, que dans les lycées, c'est possible de l'éducation, d'introduire cette matière. Ça sera très intéressant que les jeunes apprennent qu'est-ce que c'est la génération historique, etc. Donc, il faut des moyens en fait, pour que ça n'impacte. Ça bouge, on va dire. Et donc, c'est un travail de longue année, mais il y a de l'espoir, c'est possible. Et dans la dernière chose que je voudrais commenter par rapport à ce qui se passait en Israël, n'est-ce pas, c'est une question que je pose, malgré toutes les tendances pour et contre la guerre, etc., la militarisation des populations, etc. Est-ce que la source de problème, c'est pas, n'est-ce pas, c'est le sionisme elle-même qui a une naissance, qui a fait naissance avec les temps, disons, et qui est dans l'esprit de chacun de citoyens israéliens. Voilà, c'est ça que je pense. J'ai une question, une espèce de curiosité. Le thème d'objection de conscience dans les pays où il n'y a pas de cas. Est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que vous savez qu'il y a quelque forme de soutien à cet objecteur à niveau légal ou à niveau financier? Il y a quelques associations ou vous-même
avait commencé à soutenir cette personnes qui font la gestion de conscience et sont persécutés par la loi dans leur pays. Je peux répondre? Oui, peut-être rapidement, oui. Il y a juste encore un main qui avait posé une question. C'est une autre question? C'est un autre thème ou c'est le même? Oui, non, c'est lié à la dernière intervention. Est-ce que vous pouvez à le point qui était avant dans les réponses, très rapidement. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Anna Lodesette. Je collabore avec plusieurs fédérations de Presenza, notamment en Italie et Belgique. Et donc, déjà, je ne pourrais pas, donc, en italien, en français, en anglais et en espagnol. Donc, c'est aussi pour introduire ma connexion que c'était avec l'internationalisme qu'on a évoqué, et le nationalisme parce que c'est les liens directs avec l'obligation de conscience et donc les soutiens à la violence organisée, à la violence structurée, à la violence de l'État. Et donc, comme j'ai grandi et j'ai aussi des liens en Italie, mais je lutte contre tous les nationalismes à tous les niveaux. Et donc, il y a comme une statistique, normalement l'Italie c'est en bas et dans la situation la pire et de la honte dans toutes les statistiques sociaux, comme vous le savez très bien. Mais il y a une dans laquelle qu'on peut utiliser de manière constructive et positive, c'est la disponibilité à entrer dans l'armée et à combattre de manière violente lors d'un conflit, dans l'escalation d'un conflit. Et c'est toujours, je viens de vérifier la dernière mise au jour, donc la dernière mise au jour il y a quelques semaines, c'est que les 65% de la population n'est pas disponible à accepter la conscription, donc d'entrer dans l'armée. Et je crois que c'est très positif. Normalement, bien évidemment, le gouvernement fasciste d'Italie utilise ces statistiques de manière négative, donc les gens n'ont pas d'appartenance des sentiments nationaux, mais selon moi, c'est l'élément le plus intéressant et le plus constructif et d'espoir, et notamment entre les jeunes et les femmes. Donc, l'opposition de refuser clairement l'appartenance. Et dans le cas d'Italie, comme vous le savez, c'est l'État sans la nation. On n'a pas de sentiment nationaliste au-delà de la propagande et du gouvernement fasciste. Mais donc, la lutte contre le nationalisme, c'est vraiment au même pas de la lutte contre la violence, les travails sociaux et culturels contre la violence et la volonté à Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voulez réagir brièvement et ainsi on va faire le mot de la fin en même temps. Hein? Juste oui. Quelque chose pour répondre. En Israël, il y a une organisation qui soutient les jeunes et objecteurs de conscience et qui s'appelle Mesarvot. Et on peut soutenir financièrement, donner des louis pour soutenir cette mouvement. Aussi, je sais que parfois ils sont invités ici en Europe pour parler parce que je pense que c'est aussi une manière de soutenir et de publier leur message. C'est intéressant. Moi, je voudrais dire à Abdullah que ce thème des médias, c'est fondamental. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a 17 ans, on a créé cette agence
de presse internationale humaniste qui s'occupe principalement des thèmes de droit de conscience et objection de conscience à toute forme de violence et de discrimination. Et je vous invite, pas seulement Abdullah, à tous vous, à écrire, à participer, à donner votre point de vue. Et on peut le diffuser, le donner diffusion dans 12 langues maintenant. Dont l'arabe. Oui, et en Bangladesh. Bangladeshi, non? Bangla, oui. Serait très important votre contribution parce qu'on doit faire une presse libre, une presse consciente, une presse humaniste qui peut former les idées à beaucoup de personnes qui ne savent pas comment prendre une position, non pas les éléments, comme disait Jean, de formation, non pas l'idée de l'histoire de ces droits et ces objections de conscience. Et c'est très important de donner tous ces contextes, tout ce qu'on a parlé ici, et le donner diffusion. Alors, c'est une invitation à collaborer. Mais je vous rassure, j'écris sur mon rapport. Il fait partie du précédent à Bordeaux. Donc, je voulais remercier tout le monde. Je pense qu'on va clôturer ici. Alors, juste un petit mot alors, parce que j'ai déjà mis. Par rapport à l'Italie, je ne me fais pas trop de soucis, même si le fascisme est né en Italie et qu'on a un gouvernement quand même très à droite. Il y a une société civile très organisée en Italie qui a la capacité de résister. Donc là, je suis optimiste pour le futur de l'Italie. Merci beaucoup. Alors, des cas d'objecteurs individuels, avec notre organisation, on est en contact évidemment avec des objecteurs russes, avec des objecteurs, par exemple, en Ukraine. Bon, on doit soutenir. Mais aussi, on en parle peut-être moins, la Turquie. La situation des objecteurs turcs est dramatique. Et donc là, ce n'est pas seulement la prison, c'est aussi la mort civile. Ça veut dire que, mais bon, je ne vais pas aller en détail, ça va devenir trop. J'attends une note positive. Alors, juste pour la suite des événements, vous êtes bienvenus, prenez un café, comme ça on peut continuer à discuter de façon informelle. Tout à l'heure, à 14h, il y a le rendez-vous à l'ULB, campus de la Plaine, bâtiment N0. Et là, nous avons 3 heures pour échanger véritablement. On aura un peu plus de temps aussi sur justement toutes les actions concrètes, parce que chacun fait déjà, parce qu'ici, il y a beaucoup d'acteurs dans des pays tout à fait différents. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Il y a des personnes aussi qui viendront de Mauritanie, de Goma, où la situation est quand même très, très difficile. Ils viendront en parler. Il y aura Colette Brackman aussi, qui est une journaliste très importante en Belgique, justement pour donner la voix à toutes ces personnes invisibles, soi-disant. Et demain matin, à la Maison de la Paix, donc là où se trouve Agir pour la paix, on fait un atelier pratique de journalisme non violent. Donc là, ça va être pendant 2 heures avec Antonella qui fera, à partir du livre du journalisme non violent, elle proposera d'étudier en profondeur et très concrètement les différents outils. Ça va? Donc bienvenue. Hein? Mais maintenant,